Le Maroc s'affirme brillant et audacieux. Ancelotti tergiverse, son casse-tête est périlleux. Mbappé sous pression alors qu'attendu majestueux. Luis Enrique fragile, son avenir semble orageux. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk Foot. Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du Talk Foot avec nous pour nous accompagner cette semaine. Vous l'avez réclamé, il est de retour. Monsieur Najib, comment ça va? Ça va super, je sais pas qui a réclamé, mais ouais, je suis là. On réclame notamment la jante féminine. N'importe quoi. Avec nous également des petits nouveaux, Rally et Etchman. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Etchman, super. On passe à la première rubrique de la semaine, la question de la semaine. Qui est le favori de la Coupe d'Afrique des Nations 2025? Alors les amis, montrez-nous ce que vous avez mis sur votre ardoise. Maroc plus Sénégal, Maroc plus gros. Ouais. C'est une allusion à qui? Non, c'est les gros d'Afrique. Allez, vas-y, je te laisse la C'est les grands d'Afrique parce que. Non, mais gardez l'ardoise, gardez votre Ouais, ardoise. ok. C'est les grands d'Afrique parce que bon, je pense que les gens vont comprendre que moi l'histoire me marque beaucoup et que les précédentes éditions m'ont appris qu'il fallait toujours compter sur ces gros-là, peu importe leur dynamique, peu importe leur effectif. Il n'y a qu'à voir la dernière où on voit la Côte d'Ivoire, elle passe en quatrième meilleure, troisième. À la limite, je sais pas si tu te rappelles de l'émission où il disait merci le Maroc, merci le Maroc. Ouais, on avait un Ivoirien. Voilà, exactement, Manu qu'on embrasse. Et ils finissent champions. Une équipe par exemple comme l'Égypte, alors je sais, l'Égypte, peu importe les joueurs qu'ils ont, peu importe leur dynamique, leurs derniers résultats, je vais toujours les mettre dans les favoris. Et puis après, évidemment, il y a le Sénégal, comme le dit Othman, le Cameroun, le Nigeria. Tous ces pays-là, je les mets en tête de. Alors justement, pour rebondir sur ce que tu dis sur l'Égypte, c'est que l'Égypte, ils ont une force qui est que presque 2 tiers de leur équipe jouent dans la même équipe. Ouais. Donc, ils jouent ensemble toute l'année. Donc, on rajoute les Mostafa Mohamed de Nantes, les Mohamed Salah et les quelques joueurs qui jouent en Europe qui viennent s'incorporer dans cette équipe-là. C'est pour ça qu'ils sont bien partis. Tu parlais aussi du Nigeria. Nigeria, c'est à n'y plus rien comprendre. Ils sont sortis du groupe de CAN premier sans problème et ils sont en difficulté à la plus totale sur leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ils sont même en grand danger et c'est même pour ça qu'on le sait maintenant, Hervé Renard a refusé le poste parce qu'ils étaient trop mal partis dans les qualifs de la Coupe du Monde 2026. Donc maintenant, pour rebondir sur le Sénégal, Etchman. Sénégal, je trouve que c'est une bonne équipe, bonne dynamique. Ils enchaînent de bons résultats depuis un moment. Ils ont gagné l'avant-dernière CAN. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance à la dernière CAN, mais il me semble qu'ils étaient sortis lors de la phase de poule. Mais je trouve que là, dernièrement, ils affichent un bon niveau. Et bon, comme tu dis, Najib, les gros, ils sont. Enfin, c'est assez imprévisible la CAN. Ouais. Mais je trouve que cette équipe aura peut-être son mot à jouer. Modulo l'Égypte, modulo le Sénégal et modulo le Nigeria aussi. Donc à voir. Rally. Non, je rejoins les deux. Là, c'est vrai que c'est très difficile de prédire le gagnant de la CAN. Mais là, quand même, il y a beaucoup de choses qui nous disent que le Maroc est grand favori. On en est seul à faire 100% de victoire. On est à domicile. On a une attaque de folie. On a marqué quasiment 30 buts dans ces qualifs. Après, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'à la dernière CAN, on est parti beaucoup trop confiant. Il ne faut pas faire la même erreur de se dire qu'on est à domicile. On va gagner, on va aller en demi, on va faire ça. Il faut partir en se disant que chaque équipe va être difficile. Et à ce moment-là, on pourra peut-être gagner. En fait, on a un syndrome qui est typiquement marocain. C'est-à-dire qu'en réalité, si on analyse le papier et tout le contexte, évidemment, on est favori et ultra favori. Mais on a un syndrome qui est que quand on est favori, on prend la grosse tête et on joue moins bien. Et quand on passe sous le radar et on a quelque chose à prouver, ben tout d'un coup, on a cette espèce d'envie, de grinta, de vouloir prouver et on arrive à faire des beaux parcours. Donc évidemment qu'on est favori, j'espère juste qu'ils vont réussir à garder la tête froide et réussir à nous montrer que voilà, ils doivent gagner, c'est chez eux, c'est chez nous. On doit gagner cette CAN. Normalement, on doit la gagner. Moi, je vous rejoins. Je trouve Merci. qu'on est archi favori. Il y a un autre facteur qui est super important, c'est qu'on joue à domicile. Et je trouve que sur les 10 dernières années, le Maroc a rarement déçu à domicile. On a vu la CHAN dernièrement, on a vu tous les gros matchs qu'on a joués à domicile. On les gagne avec des gros scores. Donc j'espère qu'ils vont garder la tête froide. On ne veut pas leur porter l'œil, mais ça va le faire. Et pour rentrer un peu plus dans le détail des deux matchs que le Maroc a joué,
5-1 au Gabon, on néglige un peu, Ouais. mais c'est une énorme perf de gagner 5-1 au Gabon. Hein. Ils ont une équipe qui Ouais, ils joue ont- encore au foot. Ils ont un Bon, petit bah, jus meilleur. d'orange avant. Hein? Ils ont vu un petit jus d'orange avant. Exactement, exactement. Et Brahim Diaz qui est sensationnel. Ouais. 5 buts en 2 matchs. Est-ce que c'est le nouveau leader de cette équipe marocaine, Red? Moi, je pense que oui, clairement, c'est lui qui doit prendre la place que Ziyech avait, et que maintenant Ziyech, on ne sait pas s'il va être sélectionné ou pas. Mais moi, je pense que ouais, c'est le nouveau leader et lui, il marque quasiment tous les matchs depuis qu'il est arrivé. Donc oui, il doit prendre sa place de nouveau leader et voilà. Atman, tu ris à l'évocation de Ziyech. Oui, Ziyech, franchement, c'est un bon joueur. Là, il a des galères en club, mais ce que j'aime le moins, c'est les stories qu'il poste. C'est super gamin de sa part, surtout au vu de la dernière déclaration de Regragui qui dit qu'il compte encore sur lui, qu'il attendait juste qu'il se remette à niveau. Donc franchement, c'est gamin pour quelqu'un qui est censé être le vice-capitaine, voire capitaine de l'équipe. Et bon, c'est le terrain qui parle, et là pour l'instant c'est Ibrahim qui a l'ascendant pour être le leader technique. Et Najib, en parlant de capitaine, on a vu que c'était Hakimi qui avait le brassard premier match, il n'était pas là, deuxième match, c'était pour Bounou. Donc maintenant, Hakimi vraiment doit être le capitaine définitif. Oui, Hakimi, leader aussi. En fait, il y a des leaders techniques et puis il y a des leaders dans les vestiaires. Et puis Hakimi, il a cette expérience avec l'équipe marocaine que Brahim n'a pas et c'est normal puisqu'il vient d'arriver. Donc le brassard lui revient légitimement. Donc oui, c'est... Et enfin, il y a un débat sur l'équipe nationale qui revient beaucoup, c'est le débat du 9. Alors, Rahimi, Kabi ou Nsiri Atman. Pour moi, je donnerais l'avantage à l'attaquant qui fait jouer les gens autour de lui et qui cause du trouble dans les défenses adverses, donc Rahimi. Pour moi, il a démontré récemment qu'il était beaucoup plus actif. Et même, on a essayé le Kabi, on a essayé Nsiri. Ça a marché parfois avec Nsiri, mais bon, niveau continental africain, je donnerais l'avantage à Rahimi. Rally. Moi, pour moi, c'est le meilleur qui doit jouer, c'est simple. Faut pas tomber dans ce truc de rester dans la Coupe du Monde 2022 et dire Nsiri nous a aidé, il a fait tout ça pour le Maroc. S'il est pas bon, il doit pas jouer. On est content de tout ce qu'il a fait pour nous, on le remercie, mais c'est le meilleur qui doit jouer. Et effectivement, le meilleur maintenant, c'est Rahimi. Najib. Je sais pas, moi je vous trouve dur à canceller quand même. C'est pas que je veux rester sur la... Non, mais après, il y a Il nous a aidé le fait parfois, est... vous êtes gentil. Non, mais le fait est que cette saison, il joue très peu après Non, le il joue match. très et ça- peu et je suis d'accord avec Rally que s'il n'est pas bon, il ne doit pas jouer. Mais je trouve que déjà en termes de pressing, c'est quand même quelqu'un qui dérange beaucoup. Il court beaucoup, il donne beaucoup. Alors j'entends les critiques sur la technique, et la conduite de balle et la présence dans la surface, etc. Mais c'est quand même quelqu'un sur le jeu aérien. C'est toujours une valeur sûre quand même sur les corners. Maintenant, la vérité, c'est que si je devais donner un petit edge, comme on dit en anglais, j'aurais pris Rahimi aussi. Ok, Pour bah, l'instant, hein, ça peut Ouais, très vite ça peut changer. changer. Ça peut vite changer. En fait, il faut presque, on a 3 attaquants, bon, Rahimi Kabi peut-être un petit peu les mêmes, entre grosses guillemets, une série un peu différente. Il faut peut-être même s'adapter à l'adversaire. Quand on a 2 gros gaillards de 2 mètres en défense centrale, mais une série qui va le combat et tu passes par les ailes. Si c'est des mecs qui sont... Ouais, vas-y. Comme à la belle époque en 2018, il y avait le Kabi et il y avait Boutaïb. Boutaïb. Boutaïb, Et on exactement. s'adaptait. Exactement. Et ben, Boutaïb qui avait marqué un triplé contre le Gabon. le jour 2. Ah là, bon. Attends, le genre de quoi? Et ben, le jour du jus d'orange. Le jour où vous avez vu du jus d'orange C'était la- empoisonné. Première sélection d'Amenarit. Exactement. Pour l'anecdote. Exactement. Et pour refermer cette page sur le Maroc et avant de finir sur la CAN, dernière question sur Jamel Arkas, défenseur du Wydad. Le Maroc a un problème en fait, on a le problème inverse des autres nations. Les autres nations galèrent à avoir un central gaucher, nous on a que des bons centraux gauchers. Et donc il faut absolument trouver un central droitier. Arkas semble tenir tenir le, je trouve pas mon mot, mais tenir la corde voilà, pour être titulaire. On peut pas dire que ce soit mauvais, mais maintenant, bon au niveau relance c'est mauvais, mais maintenant qu'on va affronter les gros d'Afrique naturellement parce qu'on se prépare à la CAN, hein, est-ce que pour vous c'est suffisant Rally? Moi, j'ai eu des échos de mes amis qui supportent le Wydad qui, même eux, sont pas forcément confiants à Oui. l'idée de l'avoir. Ouais. Même au Wydad, c'est pas forcément le meilleur défenseur. Mais comme je l'ai dit, c'est le meilleur qui doit jouer. Si on n'a pas d'autre solution, il vaut mieux mettre un vrai Parce qu'il y défenseur. avait Akbar qui joue à Alaves, Il y a qui est pas fou. Shadi Riyad. Il y a Chadirat qui est blessé, mais Ouais. il sera là pour la CAN. On espère en principe, c'est lui qui devrait être titulaire effectivement. Il y a bon Abdelhamid qui est en train de Il a jamais eu sa chance. Non, mais là avec Saint-Etienne ça va plus. Donc même si mais c'est bien ce que tu dis parce que c'est un défenseur très respecté en Ligue 1. Oui. Ouais. Mais il a jamais performé avec le Maroc. Ouais, Je c'est sais pas ça. pourquoi. Il a jamais performé. On n'avait pas eu beaucoup de chance, mais il a jamais performé avec le Maroc. Et Najib pour finir sur Arcas.
Ouais, moi je suis d'accord. Après, j'entends le problème que ça peut poser d'avoir deux centraux gauchers. Mais pour moi, je rejoins Rally, c'est la qualité qui prime. Mais moi, ça me pose aucun problème d'avoir deux centraux gauchers. En fait, là où c'est un peu technique, mais là on dit que les entraîneurs n'aiment pas, c'est que Oui, non, mais le gaucher va relancer pied gauche. Oui, oui. Donc c'est plus facilement anticipable. Oui, j'entends. Maintenant, J'entends. Ils avaient ce problème, la France aussi, Euro Oui, 2016. absolument. La France avait Et c'est pour ça que Rami, Ouais. Rami d'ailleurs, qui n'est que quatrième dans la hiérarchie, finit titulaire parce que c'est le seul droitier. Totalement. Mais si vraiment c'est si important que ça, oui, moi ça me va. Eh ben les amis, on passe au highlight de la semaine, match capital pour la Maison Blanche. Les amis, comme je disais, match capital pour le Real Madrid avec déjà 2 défaites en Ligue des Champions. Ils sont presque en danger, même si on connaît le Real. Donc voilà, match nul, Liverpool est nul. On va commencer par Rally qui met Liverpool vainqueur. Bah, ils sont premiers quand même du classement. C'est gros ce qu'ils ont fait, mettre 4-0 à Leverkusen, c'est pas... Faut quand même prendre en compte ça. Après, le Real a beaucoup de blessés. Et le Real cette saison, j'ai regardé à l'extérieur, c'est pas forcément très bon. Donc ça va être très compliqué. Là, on a Anfield, meilleur supporter d'Europe. Donc ça va être très compliqué pour le Real, je pense. Alors, effectivement, Liverpool, seule équipe invaincue dans cette Ligue des Champions, et non seulement invaincue, mais seule équipe à 12 sur 12, impressionnante, notamment avec le 4-0, comme l'a dit Rally, face à Leverkusen. Côté Real, avalanche de blessures, Militao, Carvajal, Alaba, Rodrigo, Tchouaméni, Vasquez en ballottage, mais en tout cas, tous ceux-là sont forfaits. Akmen. Moi, j'enterre jamais le Real. Bon, Liverpool, ils sont bons. Ils ont un mauvais passif contre le Real. Ouais. Plus le fait que le Real se transcende lors des gros matchs me fait dire que ça va plus tendre vers un match nul plutôt qu'une victoire de Liverpool. Il y a quand même Mbappé, il y a Vinicius, mais Mbappé il a eu 15 jours là pour se mettre bien, donc je pense que ça va être dur, mais ça va peut-être être un match nul vu qu'il joue en fait. Mais comme tu as dit, hein, le Real réussit plutôt face à Liverpool. Dernier match de 5-2 avec de 0-2 à 5-2 à Anfield et 1-0 retour au Bernabeu. Najib, toi aussi tu mets match nul. Oui, un peu comme la semaine, il a pris tous mes arguments. Non, j'enterre jamais effectivement le Real Madrid. Puis comme il dit, il y a eu 15 jours où je me dis que Mbappé a pu travailler, que Ancelotti a pu penser à peut-être des nouveaux schémas, des nouveaux systèmes. Et puis c'est le Real quoi, c'est le Real, il y a ce passif qui joue, qui entre en compte dans les têtes quoi qu'on dise, parce qu'il y a quand même des joueurs qui étaient présents il y a 2 ans. Donc je pense pas qu'ils iront gagner là-bas, mais je pense qu'ils arriveront à gratter un point quand même. Alors en cas de victoire, Liverpool va quasiment s'assurer une place dans les 8 premiers, avec 15 points en principe ils seront qualifiés, c'est une certitude. Et en cas de défaite, le Real serait en danger, parce que à seulement 6 points, bon on va pas dire qu'il fera l'élimination quand même, il restera 3 matchs plutôt abordables, mais avec 6 points il sera en danger. Est-ce que vous pensez qu'une défaite mettrait en danger Carleto Ancelotti? En fait, moi j'ai du mal avec virer les entraîneurs en milieu de saison, surtout quand ils ont le passé que a Ancelotti avec le club. Maintenant, si je veux être objectif, connaissant l'Espagne, la presse et le club qu'est le Real Madrid et ses objectifs, etc., c'est fort probable qu'ils soient en danger. Moi, franchement, je trouve pas ça respectueux vis-à-vis de lui, de ce qu'il a donné et de ce qu'il a apporté à Madrid. Mais c'est le Real et c'est le foot et ça va très très vite et je pense qu'il va être en danger. Pour moi, je me dis, restons factuels. Là pour l'instant, rien n'est joué. Ils vont peut-être perdre contre le Liverpool, mais il y a un nouvel élément qui est rentré en jeu, c'est Mbappé, l'intégration d'Mbappé, etc. La mayonnaise elle va prendre du temps, mais elle va finir par s'assembler. Et je trouve que en restant factuel, il n'y a rien encore qui est fini. Donc je pense ils vont pas virer Ancelotti. Je pense qu'ils vont encore lui laisser du temps. Et s'il y a bien un club qui renaît de ses cendres, c'est le Real. Moi, je suis bien placé pour le dire. J'en ai souffert pendant 10 ans. Donc, non, c'est peu probable. Mais après, s'il enchaîne plus de défaites, après, peut-être que ça sera. Et Rally, avec le retour en forme de Brahim Diaz avec le Maroc, est-ce que tu mettrais titulaire, notamment en l'absence de Rodrigo? Oui, en soi, oui, il mérite. Déjà, moi j'aimerais qu'Ancelotti, un jour, arrive à. Et la force de mettre la même compo que l'année dernière. On sait qu'il n'y a que Kroos qui est parti et mettre Mbappé sur le banc juste pour voir ce que ça donne. Et moi j'aimerais bien voir ça, voir un Rodrigo, Bellingham, Vinicius comme l'année dernière pour voir ce que ça fait. Si c'est vraiment, est-ce qu'on repart à la question, est-ce que Mbappé est le problème? Ben là visiblement, il y a des infos qui sont sorties dans la presse. La compo devrait être
Valverde, oh, il y a du bricolage, hein. Valverde arrière droit, parce que Vasquez n'est pas prêt. Une charnière Raúl Asensio, et non, que vous connaissez pas, et non pas Marco Asensio, Rudiger, Mendy à gauche. Et l'idée que j'avais, c'était avec le profiter du retour de Brahim Diaz pour jouer dans un espèce de 4-4-2 comme aime faire Ancelotti, qui peut se transformer en 4-3-3 quand on a le ballon, avec un espèce de double pivot Kamavinga Modric, Brahim sur la droite, Bellingham sur la gauche, Mbappé Vini devant, qui se transformera en 4-3-3, où Brahim est vraiment ailier droit, Vini vraiment ailier gauche en permutation avec Mbappé en 9, comme ce qu'on a vu dernièrement contre Osasuna notamment, et mettre Bellingham dans une position 10 où il serait plus à l'aise. Je sais pas comment vous. Je sais pas ce que vous trouvez. Ton idée ou c'est sorti dans la presse? Non, c'est la mienne. Ah, Non, sur les joueurs, en principe, Asensio Valverde, c'est la presse. Maintenant, cette manière de jouer là, c'est la mienne. C'est le bon 11. Je pense que ce sera les 11 joueurs, mais l'animation. maintenant, reste à voir l'animation. Bah, Mbappé et Vini se marchent dessus. Donc, moi, je pense qu'il faudrait donner une chance à Mbappé à gauche. Parce que je trouve qu'à terme, il est beaucoup plus létal que Vini. Et il faudrait voir où mettre Vini dans le 11. Je pense qu'on est à une blessure près de Vini Mbappé à gauche. de la fin de sa carrière au Real. Mais en fait, et aussi l'idée que, enfin ce qu'on a beaucoup entendu, notamment de grands anciens joueurs qui me disaient ça, l'idée qu'il y avait, c'était que quand c'était un bloc, ce qu'on voit notamment en Liga, un bloc très bas, où ça bouge pas, où ils sont défendus un peu à l'Atlético, entre guillemets, il fallait mettre Mbappé en pointe, quitte à le sacrifier sur le match presque, et Vini à gauche parce que c'est le seul qui peut trouver des décalages dans ses dribbles parce que Mbappé ne dribble plus. Et quand c'est des équipes qui jouent haut et qui osent, comme on a vu contre Osasuna, où Vini a joué toute la deuxième mi-temps en 9, il était bien meilleur qu'Mbappé, même en 9 et laissant Mbappé à gauche, laisser Vini au milieu, rentre fou les centraux pour mettre Mbappé sur la gauche. Effectivement, je trouve que c'est un compromis qui est pas mal, d'autant qu'on l'a vu que Vini juste en une mi-temps, c'était triplé sur le match et il marque la deuxième mi-temps. Najib, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, je suis toujours le révélateur de composition et de système. Je dis toujours que c'est des gros matchs. Ouais. Et donc, on va voir la Liverpool ce qu'ils vont proposer, le système qu'ils vont mettre en place. Et à ce moment-là, on dira oui, c'est un beau système à mettre. Si c'est facile de gagner contre Osasuna, même sinon on a perdu, je sais, mais c'est facile de gagner contre les équipes de milieu de tableau de Liga. Il faut que ce système il soit reproduit avec succès contre les grosses équipes, dans les gros matchs, à enjeu. Et donc, ouais, moi sur le papier, j'aime bien, j'adhère, mais j'aimerais bien voir sur le terrain. Ah bah si Najib adhère, tout va bien. On passe au débat de la semaine. En cas de défaite, Luis Enrique sera-t-il en danger, les amis? Le PSG, déjà en grande difficulté avec des champions, se déplace à l'Allianz Arena pour se défaire du Bayern de Munich. Alors, vous trois vous répondez non. Najib commence. C'est un nom un peu... il est nuancé, mon nom. Ouais. Parce que le PSG a une obligation de résultat et qu'ils sont très critiques sur la Champions League et le résultat européen. Maintenant, je vois quand même que malgré un début de saison poussif, ils viennent de le prolonger. Ouais. Bon, ça veut rien dire, ils avaient prolongé Laurent Blanc en 3 mois avant de le virer. Ouais, je sais pas. En fait, je me dis juste, vu leur, on va dire, un nouveau changement de cap, entre grosses guillemets, hein, parce qu'ils n'ont pas repris de stars, etc., je me dis peut-être qu'ils sont en train de se dire que les résultats immédiats ne sont pas nécessairement l'objectif principal, et plus une construction d'équipe sur la durée, avec un effectif jeune, etc., et que peut-être ils seront plus indulgents avec Luis Enrique qu'ils ne l'ont été avec ses prédécesseurs. Mais je me dis, enfin, c'est pour ça que je mets non. Mais je me dis quand même que s'ils perdent et qu'ils se retrouvent dans la zone rouge avec... ils sont déjà dans la zone rouge. Enfin, condamnés presque, je veux dire, dans la zone rouge, peut-être que ça va crier. Non, en cas de défaite, ça serait très compliqué parce qu'il reste 3 matchs à Paris. La réception de City, mais finalement, ils sont pas si voilà. Un déplacement à Stuttgart, qui joue très bien, qui a battu notamment la Juve, et un déplacement à Salzbourg qui paraît... Donc, en soi, même en cas de défaite, Paris jouera vraisemblablement le barrage. Ils prendront peut-être 4 points sur les 9 derniers en jeu au moins, ou quelque chose comme ça. Mais dans l'esprit, ça reste quand même une nouvelle défaite. Encore, après avoir perdu Arsenal, un nul contre le PSV Eindhoven, et encore une défaite, ça serait quand même beaucoup actuel. Ouais, il y a quand même... Moi, je trouve que, comme dit Najib, il y a un vrai projet qui est installé là au PSG avec Luis Campos et Enrique. Il y a moins de stars, on dépend moins des stars.
Et je pense qu'ils vont être moins enclins à du coup, virer un entraîneur en cours de saison. Surtout qu'il n'y a pas tant d'alternatives que ça en termes d'entraîneur. Il n'y a pas un entraîneur qui est super connu, qui est sur le marché, à part Jürgen Klopp, qui n'aura pas envie, je pense. Non, Paris FC. Il va venir à Paris, mais. Ça, c'est un but B, ça. mais non, je les vois pas virer Enrique. Et même, il y a un facteur. En vrai, ça tient qu'à 2-3 barres des poteaux. Ils n'ont pas beaucoup de chance. Et à un moment, ça va. Il y aura le déclic. Bon, ça manque quand même de joueurs qui sont vraiment transcendants. Mais ça, je pense que c'est un projet long terme. Ils vont pas avoir de résultats à court terme, mais ça peut-être. En parlant de joueurs transcendants, il faudrait par exemple qu'un Barcola fasse un gros match, il faudrait que surtout Donnarumma fasse aussi un gros match. Et moi je pense que malgré tout, il y a largement la place pour Paris qu'ils aient même gagné à Munich. Hein. Le Bayern, ils ont perdu contre le Barça, ils ont perdu contre Aston Villa. C'est pas fou non plus. Et au final, dans cette Ligue des Champions, il y a presque que Liverpool qui est fou, ce qui m'inquiète. Mais enfin, tout ça pour dire que tout est encore ouvert malgré tout, Ali. Mais moi, au fond, je pense pas qu'ils soient en danger parce que j'ai l'impression que le PSG lui fait vraiment confiance. Pour une fois qu'un entraîneur soit aussi important au PSG. Mais après, c'est vrai que c'est très compliqué quand même. Son bilan n'est pas fou. On sait que le PSG, c'est une normalité de gagner la Ligue 1. Donc c'est pas vraiment fou ce qu'il fait en Ligue 1. Avec des champions, c'est très compliqué. Et vous parliez d'un effectif où il n'y a pas de stars. Mais si on veut gagner la Ligue des Champions, toutes les équipes, les 10 dernières années, toutes les équipes ont des stars. Donc traduction, le Real Madrid a des stars, ouais, vas-y. Le Real Madrid, Manchester City, Bah. le Bayern avait des stars quand ils ont gagné. Il faut des stars pour gagner des champions. Et donc, il faut acheter. Donc, je trouve que l'effectif, lui aussi, est faible. Donc, c'est pas forcément que la faute de Luis Enrique. Ok. Najib, on va changer de cap un peu, aller sur le côté du Bayern. On dit qu'il n'est pas fou, mais on va reposer la question à l'envers. Est-ce que Compagnie serait en danger en cas de défaite? Parce que là, ils sont aussi à 6 points, ce qui les mettrait dans la zone rouge, et Compagnie est assez décrié. Ils ont perdu beaucoup de points en Bundes aussi. Ouais, mais ils sont encore devant en Bundesliga. Ils sont devant parce que Leverkusen. Ce qui est pas mal, parce que l'année dernière, ils l'ont perdu quand même, la Bundesliga. Donc c'est plus une normalité comme ça l'était avant de gagner la Bundesliga. Mais ils sont à 2 doigts l'année dernière, ça fait la Ligue des Champions. Complètement. Est-ce qu'ils seraient en danger? Probablement. Probablement qu'ils seraient en danger. Parce que pour le coup, je pense que le Bayern est plus intransigeant, serait plus intransigeant avec lui que ne le serait le PSG avec Luis Enrique. Aucun passif. Donc je pense que Compagnie, oui, serait en danger si le Bayern perd à domicile en plus. Après, Compagnie, il est quand même, il est ambitieux dans son projet de jeu. Ouais, on a vu que le il veut Barça, jouer. il défend haut et tout. Donc bon, il y a de l'ambition, il manque d'expérience peut-être. Donc dans le bénéfice du doute, vu les alternatives qu'il y a, le peu d'alternatives qu'il y a, il faut le laisser, je pense. C'est ça. Les amis, on passe à l'avant-dernière séquence, juste avant le petit jeu que vous adorez, la prolongation. Alors les amis, dans cette prolongation, on va parler d'une nouvelle règle qui va peut-être entrer en application, la Football Video Support, FVC, ce qui viendrait en complément de la VAR. Donc pensez-vous que cette nouvelle proposition visant à intégrer des challenges un peu dans la manière du tennis pour les entraîneurs soit bénéfique, Najib? Moi je pense que oui. Il y a le tennis et il y a un peu le basket. Le basket aussi. Et moi je suis un nouvel amateur de... plus du tennis normalement. Mais... Non, passionné de tennis depuis longtemps, mais nouvel amateur de basket. Et moi je trouve ça pas mal parce que ça responsabilise les entraîneurs. Ouais. Et ça enlève les râleurs qui, à la fin des matchs, disent l'arbitrage, on les a connus. Et dans mon club, le premier, Xavi, c'était le spécialiste pour à la fin des matchs qui dit l'arbitrage, il nous a tués. Ben écoute, l'arbitrage t'a tué, maintenant tu as le challenge, vas-y. Ouais. Conteste les décisions qui ne sont pas en ta faveur. Donc moi je trouve ça pas mal. Il faudrait par contre que ça ne ralentisse pas le jeu. Enfin, ça va le ralentir évidemment, mais pas beaucoup. Il faut que ça soit fluide, vif. Mais moi je suis pour, si c'est bien sûr contrôlé, limité, il ne faut pas qu'il y en ait 10 par match non plus, quoi. Alors quelques précisions, donc ça serait 1 par mi-temps, et comme au tennis, si ton challenge va à l'encontre et que tu avais raison, ton challenge reste actif. Ouais. Donc on pourrait, bon ce serait rare, mais on utilisait plusieurs dans une mi-temps. Aussi, l'arbitre n'aurait pas d'assistant oreillette. Les mecs de la VAR ne pourraient pas lui parler. Il devait prendre sa décision en âme et conscience. Les seules critiques qui sont émises, c'est que ce système serait, enfin, ça c'est bien, mais serait beaucoup moins coûteux que la VAR parce qu'il y aurait beaucoup moins de caméras et moins d'angles. Donc,
C'est ça les petites réticences que peuvent avoir certains. Mais il y a des entraîneurs, je parlais de Fred Antonetti, qui disait que ça doit être un complément à la VAR Ouais. et pas réfléchir comme quelque chose qui va concurrencer entre guillemets la VAR. Hachman, qu'est-ce que t'en En penses? fait, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de rationaliser les coûts, de ce que je comprends, s'ils veulent remplacer la VAR à terme par ça. Donc moi je suis pas d'accord par un remplacement de la VAR, moi je suis plus d'avis de, comme tu disais Antonetti, qui voit ça comme un complément à la VAR, dans le sens où parfois la VAR se trompe, on l'a tous vu, il y a eu plein d'épisodes où la VAR se trompe, et du coup c'est à ce moment-là que tu as la main pour pointer du doigt ce défaut, cette erreur, et sinon si c'est voué à remplacer la VAR c'est un non. Et mais aussi ça viendrait couvrir des situations que la VAR ne peut pas couvrir. Par exemple des coups francs, des fautes, Ouais. sans carton rouge, voilà. Rally, ton avis? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. On sait que la VAR, après quand même, depuis 2018, elle est là, elle est toujours pas vraiment optimale. Donc, ce serait une très bonne idée de permettre aux entraîneurs de demander la VAR. Après, c'est vrai que je trouve que ça. Demandez la vidéo, pas la VAR. vidéo, c'est pas oui, pareil. la vidéo. Mais je trouve que ça décrédibilise un peu l'arbitre. Si on a une situation où l'arbitre, par exemple, est devant une faute dans la surface, l'arbitre dit qu'il n'y a rien, alors qu'il est vraiment devant, et l'entraîneur fait appel, vidéo, et là il siffle penalty, alors que l'entraîneur est à l'autre bout du terrain, je trouve que ça décrédibilise un peu l'arbitre. C'est ça le problème. Non, mais l'arbitre, je pense qu'il y a quand même une humilité, il sait qu'il peut pas tout voir. Il y a bien la VAR qui l'appelle pour lui dire regarde, t'as pas vu ça. Ouais, mais Enfin, si, je mais veux si- dire, mais si là, si on part du principe qu'il y a la VAR et ça, si dans le camion on lui dit pas la peine d'aller Oui, regarder, parce et que l'entraîneur il arrive, il dit non, on va aller regarder, là ça Au final, mais décrédibilise. comme ouais. comme il dit, il y a des situations où la VAR ne peut pas lui dire viens regarder. Ouais, mais là, en l'occurrence, Oui, il y a un Un penalty. penalty. Si la VAR lui dit Non. pas la peine d'aller Ouais, je sais regarder, pas. l'entraîneur demande et Après, il y ça va, va. il dit ouais, il y a penalty. Ouais, Ça, mais là, c'est ce quand serait même- étonnant que. Et la VAR, Qu'après que la VAR ait dit Ouais. de pas regarder, l'entraîneur fasse quand même son challenge et qu'on changerait là-dessus complètement, je pense que ça Ouais, serait sincèrement, sincèrement, ça arrive. quelques Ouais, il y a situations. parce que- mais juste si on prend par exemple l'exemple de Barça Sociedad, imagine c'est un hors-jeu automatique soi-disant, mais si le flic il aurait dit à l'arbitre, va voir, va vérifier, et sans, il enlève le truc automatique, il regarde à la caméra. À la caméra, on a tous vu que c'était le pied de Hagar. Oui, tu oui, fais oui, mais, quand oui, tu mais non, reçois non, ça. oui, mais non, parce Ouais. que là, comme ça, c'est une action de but, c'est la VAR, je pense que la VAR a quand même la priorité sur l'autre parce que c'est plus technique. Donc, dans ce cas-là, ça marcherait pas, à mon avis. Non, mais faut revoir la VAR aussi. Bah, des fois, il y a des erreurs. Enfin, pour les hors-jeux, ils sont au millimètre près, c'est super précis, mais il y a des situations où c'est complètement aléatoire. Ouais, je pense à l'Euro, l'Espagne-Allemagne, je crois, il y avait une main La de main de Cucurella Cucurella, qui Ouais. ils se sont excusés Ouais. après, mais personne n'a compris sur le moment pourquoi il n'y avait pas main. Mais il y a plein de fois. Et ça a peut-être changé le cours de l'histoire. Ils sont 10 arbitres et ils arrivent quand même à faire des erreurs pareilles. Et les amis, on passe à la dernière séquence, le kick a joué où. Les amis, alors les joueurs que je vous fais deviner cette semaine sont des joueurs qui ont plus ou moins brillé lors de cette trêve internationale. Les 4 premiers joueurs valent 1 point, le dernier vaudra 2 points, parce qu'il est un peu plus dur. Premier joueur, Lille, Paris Saint-Germain, AS Rome, J'ai Badji, Lucas Digne. Lucas Digne, 1 point pour Ali. On l'a dit, je l'ai dit. Deuxième joueur, Brin FK, Molde FK. J'ai Gyökeres. Gyökeres. Faux. Donc, Continue. Red Bull Salzbourg, Borussia Dortmund, Manchester City. Facile. Red Bull Salzbourg. Mais il est fou. Dortmund, Manchester City. Donc il est actuellement à Manchester Non, City. non, bah c'est bon, Haaland. Eh, regarde. Non, non, désolé, un petit trou. hein. 1-1, faut se réveiller. Tu me mets la pression. AIK Football, Borussia Dortmund, Willem 2, Real Sociedad, Newcastle. Alexandre Isaac. 2 points. Ouais, tu mets. Najib? Ouais, je sais pas. Sporting Portugal. C'est pas Gyökeres. Manchester United. Real Madrid. Ronaldo. Ronaldo. Mais il a fait. Mais lui, il a performé là. Bah 2 buts et le Oh, le ciseau au ciseau, premier ouais, match. Hein. Ah oui. Dernier joueur, là, il est plus difficile. Je pense quand même que je vais devoir vous donner des indices. SC Emelec. FC Pachuca. West Ham. Everton. Tigres. Fenerbahçe. Et International au Brésil. Je répète. Pachuca, West Ham, Everton. Tigres. Fenerbahçe.
international. Je vais vous donner un petit indice. On fête en ce moment les 2 ans du début de quelque chose. On l'a vu dans ce quelque chose. On fête les 2 ans de la Coupe du Monde 2022 et on l'a vu à la Coupe du Monde 2022. Ochoa. Non. C'est bon, je suis out. Ah, Tu peux répéter? Pachuca, West Ham, Ochoa, il a une liste comme ça. Everton, Tigres, Fenerbahce, International. C'est Pachuca. C'est un Mexique. Pachuca, c'est au Mexique. Comme les Tigres. On l'a vu à la Coupe du Monde. C'est un Mexique. Je vais vous donner un indice. Il n'est pas mexicain. Ouais, j'étais sûr que c'était pas mexicain. On l'a surtout nous connu en sélection. À West Ham, beaucoup. Un petit peu à Fenerbahce aussi, notamment. Là où il a été le plus en vue en Europe, on va dire. Pachuca, West Ham, Everton, Tigres, Fenerbahce, International. Est-ce que vous voulez un deuxième indice? C'est un Brésilien, je crois. Est-ce que vous voulez un deuxième... International, quoi. Ah, c'est International Brésil. Attention, oui, là il joue au Brésil actuellement. Et il a joué avec sa sélection. Je pense que c'est un Brésilien. Et je vais vous donner un autre indice. Il a un homonyme plus connu que lui dans son même pays. Footballeur. Hein. C'est comme si je dis Gignac et avec deux réunions de Gignac. Ah, c'est bon, j'ai. Ah ben attends. T'es out, t'as dit au choix. Ouais, Pachuca, West Je Ham, suis pas sûr de l'avoir. Everton, j'espère que vous l'avez chez vous. Tigres, Fenerbahce, International. Ah, Vinicius. Il y a un BU brésilien Vinicius. Non, c'est pas Ok. Donc Najib. Najib. Waouh, T'as toute la t'as pression. raison. Non, pas sur Alain. Najib, maintenant on va dire. Non, non. arrête, c'est un land de défense, ça. regarde. Il a dit Najib, à partir de maintenant, t'as 30 secondes. Ok, redis-moi. Sinon, tout le monde revient dans le jeu. Redis-moi. Pachuca, West Ham, Everton, Tigres, Fenerbahce, International. T'as omis aucun club là. Non. Parce que West Ham, Everton. Pachuca, West Ham. Alors, pour vous dire, il était prêté à Everton. Pachuca, West Ham, Everton, Tigres, Fenerbahce, International. On l'a vu à la Coupe du Monde 2022, mais qu'est-ce que tu me racontes? Si. Il te reste 10 secondes. Si au bout. Si encore là, vous avez. T'as une idée ou pas? Non. T'as une idée toi? Pas trop. Mais je veux bien revenir dans le jeu. Bah. Il faut que tu nous donnes plus d'indices. Tu reviens dans le jeu. Donc vous serez tous les trois dans le jeu. Ouais. Quel poste? C'est un attaquant. De manière globale, c'est un attaquant. Donc c'est un ailier. Non, bon, c'est un attaquant avant-centre. Bon alors, je vais vous donner un indice, parce qu'il faut quand même qu'on coupe. Mais à partir de là, le joueur ne vaudra plus qu'un point. Ouais. Premier buteur de la Coupe du Monde 2022. Ah, Valencia. Oh. Donc ça fait 4 pour toi. Ouais, bon, 4, je vais- 1. Zéro. Et donc toi tu restes à 3 je crois. Je reste à 3, ouais. Tu restes à 3. Les amis, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous chez vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Talk Foot. Salut.